Esta sesión, yo creo que es una sesión especialmente relevante porque hace presente las experiencias y las historias de las familias biológicas, de origen, de nacimiento. Bueno, vamos a entrar en un momento fundamentalmente narrativo, con lo cual no tenemos por qué ponerle el nombre ya, sino ponerle las historias, que es inicialmente lo que nos va a hacer entender mejor la tercera pata de este triángulo de la adopción, que quizás sea la primera, ¿no? Para ello contamos con la presencia de Nadine Lefecher, de la Universidad de las Antillas y de la Guyana. Ella es socióloga y sus temas de investigación se centran en el género, la violencia, el embarazo, la filiación, la monoparentalidad, la matrifocalidad, el abandono. Bueno, ha estudiado muchos temas alrededor del tema de familia, de violencia, y va a hablar con nosotros de los distintos componentes del triángulo de la adopción. Ella ha trabajado con mujeres cuyos hijos han sido adoptados y colabora con una asociación de madres de nacimiento que están en búsqueda de sus hijos y de sus hijas, así que su perspectiva nos va a resultar muy enriquecedora. Espero que tengáis los cascos porque esta primera conferencia es en francés y luego ya Chus la presento después. Así que empezamos con Nadine. Muchas gracias. Buenas tardes. Je suis désolée, je vais parler en français. Il y a plusieurs spécificités françaises. L'une est que les Français sont mauvais en langues étrangères, et c'est mon cas. Et la deuxième, c'est ce dont je vais vous parler, l'accouchement sous X. Bien sûr, il y en a d'autres. Alors, l'accouchement sous X, c'est le droit qu'il y a en France d'accoucher anonymement et qui fait partie de la législation française. Et en France, nous n'avons pas d'adoption ouverte et nous avons même l'accouchement secret. Et la question des mères de naissance se confond très largement en France avec celle de l'accouchement secret, qu'on appelle habituellement sous X. Pour comprendre un petit peu cette spécificité, il faut regarder l'histoire et voir à quand elle remonte. Et ça remonte largement à la Révolution française. Pourquoi la Révolution française ? À travers donc la Révolution française, fin du XVIIIe siècle, 1789 et des poussières. Pourquoi on peut faire remonter l'accouchement sous X à la Révolution française? C'est qu'au moment de la Révolution, il y a eu la laïcisation de beaucoup de choses et qu'au lieu que l'état civil continue à dépendre de l'Église, comme c'était le cas auparavant, dont des actes de baptême, il y a eu l'état civil public. D'une part, et d'autre part, l'assistance qui était largement organisée par l'Église, les couvents, etc., a également été laïcisée. Et à ce moment, je ne sais pas. Excusez-moi, il y a un PowerPoint, mais apparemment il n'est pas mis en route. Malheureusement aussi, ce PowerPoint est en français, je suis désolée. No. This is a text. But not the PowerPoint. The PowerPoint is this. But you need this in this. This. Okay. Yeah. Sorry.
cosas del directo. I have to close this first. Et j'appuie où? And you chant here. Ok, thanks. Ok. Donc, pour comprendre l'accouchement sous X, il faut remonter à la Révolution française. Pourquoi? Parce qu'il y a eu donc la laïcisation de l'état civil. Ce n'est plus le baptême qui fait foi de l'identité, c'est l'acte de naissance. Et sur cet acte de naissance, la question se pose, est-ce qu'on doit mettre la mention du nom du père et du nom de la mère, ou est-ce qu'on peut ne pas la mettre? Alors, la période révolutionnaire est marquée par ce qu'on peut appeler une réaction masculiniste. C'est-à-dire que sous l'Ancien Régime, avant la Révolution, une femme qui était enceinte sans être mariée devait déclarer sa naissance à une autorité, déclarer sa grossesse, à une autorité, et si elle ne le faisait pas, et que son enfant mourait avant d'avoir été baptisé, surtout si elle avait caché sa grossesse à tout le monde, elle était soupçonnée d'avoir tué l'enfant et pouvait elle-même être condamnée à mort. Mais en même temps, quand elle déclarait sa grossesse à une autorité, elle donnait le nom du père de naissance. Et celui-ci était généralement condamné à payer les frais d'accouchement et à donner un entretien pour l'enfant. Car la paternité sous l'Ancien Régime était ce que l'on appelle divisible, c'est-à-dire qu'un homme pouvait être condamné à titre de dommages et intérêts pour avoir mis une femme enceinte, mais ça n'entraînait pas la filiation. Donc, le père, entre guillemets, pouvait être condamné à payer des aliments, une pension alimentaire, mais l'enfant n'était pas pour autant son fils ou sa fille légitime. Et au moment de la Révolution, enfin même un peu avant la Révolution, les hommes ont commencé à trouver que les femmes les accusaient un peu trop souvent d'être le père de leur enfant, et surtout s'ils avaient de l'argent. Au moment de la Révolution française, il y a donc eu cette réaction des hommes pour dire ça suffit. Et donc la paternité, en plus vous savez qu'une des valeurs de la Révolution française, c'est liberté, égalité, fraternité, ça commence par liberté. Donc sous la Révolution, on a décidé que la paternité devait être libre et volontaire, et que donc on ne pouvait pas inscrire le nom d'un homme sur l'état civil d'un enfant si cet homme ne le déclarait pas lui-même. Donc le nom du père naturel ne doit pas figurer sur l'acte de naissance si celui-ci ne le veut pas. Deuxièmement, il y a eu la laïcisation de l'assistance. On encourage à ce moment-là l'abandon, enfin on encourage. Disons qu'on règle la question de l'abandon dans la mesure où on interdit donc ce qui avait lieu sous l'Ancien Régime, la recherche de paternité, où la paternité va devenir indivisible, c'est-à-dire un homme ne peut pas être condamné à payer une pension alimentaire s'il n'est pas en même temps reconnu comme le père légal et s'il ne donne pas son nom et le droit à l'héritage.
Et les femmes se retrouvent donc dans une situation, les femmes qui sont enceintes sans être mariées, se retrouvent donc dans une situation très difficile qui conduit beaucoup d'entre elles à abandonner les enfants. Et la question se pose, cette fois, puisque le père peut ne pas être désigné, est-ce que la mère peut également ne pas donner son nom ? On ne s'est pas tranché cette question pendant un demi-siècle, mais les révolutionnaires déclarent à la fois que les enfants nés de pères inconnus sont les enfants naturels de la patrie, mais en même temps que la mère ne peut pas poursuivre le père, et donc ils décident la création d'établissements spéciaux où les filles enceintes pourront venir accoucher secrètement et gratuitement. Donc, ils le décident, mais aucun de ces établissements ne va être réellement créé. Et pendant un demi-siècle, la question se pose, est-ce que les médecins et les sages-femmes, qui sont ceux qui doivent aller déclarer la naissance quand il n'y a pas de mari pour le faire, est-ce que les médecins et les sages-femmes sont obligés de déclarer le nom de la mère si la mère ne le veut pas ? On tranche dans un sens, on tranche dans un autre. En 1844, la Cour de cassation tranche définitivement. Les médecins et les sages-femmes doivent respecter le secret professionnel. Et donc, si c'est un secret professionnel, par un secret professionnel qu'ils connaissent le nom de la mère, ils ne doivent pas le déclarer. Ils seraient même, au contraire, poursuivis s'ils le faisaient. Ce qui est un pas supplémentaire dans la création de ce qu'on appelle aujourd'hui l'accouchement sous X. En 1804, donc je reviens un petit peu en arrière, en 1804, Napoléon met la dernière main à ce qu'on appelle le Code civil, qui durcit fortement la situation des enfants naturels. La recherche de paternité est définitivement interdite, puisque la paternité est considérée comme sociale. La paternité dépend de la liberté et de la volonté des hommes. Par contre, la maternité est biologique. La maternité, elle est prouvée par l'accouchement, et donc la recherche de maternité reste permise. Je passe, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, j'arrive un siècle plus tard à la Troisième République, où de grands progrès médicaux font que l'hôpital ne sera plus réservé uniquement aux pauvres, aux indigents, mais va être petit à petit ouvert à tout le monde. Et également va être créé ce qu'on appelle l'assistance médicale gratuite pour ceux qui sont vraiment pauvres et qui peuvent aller gratuitement à l'hôpital. Mais pour cela, il faut faire une enquête, savoir la personne est-elle pauvre, indigente, ne l'est-elle pas. Et dans cette enquête, on s'adresse aux parents, savoir s'ils peuvent payer à la place de la femme. On s'adresse à son village d'origine pour lui faire payer d'origine ou de résidence, pour lui faire payer les frais de l'accouchement. Et on pense que beaucoup de femmes, ne voulant pas de cette enquête, vont plutôt recourir à l'avortement, voire même à l'infanticide, plutôt que d'aller accoucher à l'hôpital en demandant la gratuité. C'est une période où la France, qui a été battue par l'Allemagne et qui va l'être encore, est très inquiète au sujet de la natalité. On parle beaucoup de la dépopulation et une question très importante est celle de la lutte contre l'avortement. Et dans ce cadre-là, les médecins, enfin un certain nombre de médecins, vont se battre pour la création de ce qu'on appelle à l'époque des maternités secrètes, c'est-à-dire des établissements où une femme qui ne veut pas qu'on sache qu'elle est enceinte et qu'elle accouche peut venir accoucher sans enquête, donc gratuitement, sans que l'on réclame le coût de son accouchement à sa famille ou à sa commune d'origine ou de résidence. Ceci aboutit, après plus d'un demi-siècle de bataille, à 2 lois qui créent vraiment l'accouchement sous X tel que nous le connaissons en France. C'est en 1939 la création de ces fameuses maternités secrètes qu'on appelle maisons maternelles, où les femmes peuvent donc accoucher